Bien, je vous propose qu'on commence. Je voudrais d'abord excuser Philippe Audy qui n'a pas pu être là ce soir. Alors, on en est déjà à la 6e séance sur la question du débat public sur les franchissements de Loire. Et ce soir, on va évoquer la question des outils numériques dans le débat public. Alors, c'est pas forcément la question la plus simple. On a déjà parlé design des politiques publiques, on a parlé tirage au sort avec Goulven Boudic, avec à chaque fois l'objectif d'introduire un peu des méthodes nouvelles dans le débat, avec l'idée de sortir un peu des sentiers battus. Alors, la question numérique, elle est à la fois compliquée, incontournable. En même temps, c'est pas un mot magique. Il suffit pas d'accoler le mot numérique à n'importe quel substantif de la langue française pour que ça devienne forcément magique. Enfin, le numérique ne guérit pas de la grippe. Enfin, en tout cas, ça se saurait. Mais en même temps, le numérique envahit votre vie sur son passage, bouffe à peu près tout, vie privée et vie publique. Et donc, c'est une question sur laquelle il faut s'interroger. Alors, c'est pas faire injure aux membres du Conseil de dire qu'il n'y a pas forcément le plus grand nombre de ressources sur le numérique. Donc on a fait appel à un certain nombre de partenaires extérieurs. On a demandé à West Media Lab, d'ailleurs ses représentants sont là ce soir, Julien Kostrech et Philippe Roux, de monter un petit groupe sur cette question-là pour essayer d'avoir un peu de propositions, de faire phosphorer des gens qui tournent autour de ces questions numériques. Donc ils ont déjà commencé à le faire. Alors il y a là-dedans des gens assez variés. Il y en a ce soir, je crois que j'ai aperçu tout à l'heure Patrick Ardroy, mais il y a Franck Barrault, il y a Ingrid Berthet, il y a Pascal Couffin, il y a Stéphanie Rabault, etc. Il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé là-dessus. Et dans ce petit groupe, il y a Fabien Poulard. Alors Fabien Poulard, on lui a demandé de faire cette intervention un peu sur l'état de l'art en matière d'outils numériques. Alors, il a quelques références pour cet exercice. Il est docteur en informatique. Il est tout jeune, ça se voit. Et juste à la sortie de l'université, après un petit tour aux États-Unis, je crois, il a fondé directement son entreprise. Son entreprise, ça s'appelle Dictanova, qui est spécialisée dans l'écoute du web. Enfin, en tout cas, il va vous expliquer ça plus en détail et sans doute bien d'autres choses. Et l'intérêt de Fabien Poulard, c'est qu'il a aussi une autre caractéristique, il est élu. Ça se voit pas comme ça forcément, mais il est élu quelque part en Vendée, je crois. Donc c'est-à-dire qu'il est aussi, il n'est pas déconnecté du réel. Enfin, on n'est pas dans le virtuel. C'est-à-dire qu'il a aussi conscience d'un certain nombre de situations vécues et ce que c'est qu'un projet. Alors aujourd'hui, on lui a demandé ça, de faire un peu l'état de l'art, l'état des outils qui existent, de ceux peut-être qui viennent et de ceux qui peut-être qu'il faudrait inventer pour cette histoire de débat public sur les franchissements de Loire. Sachant que ces outils-là peuvent aussi servir pour d'autres sujets que celui des franchissements de Loire. Ça n'est pas dédié au sujet franchissement. Voilà. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, juste pour compléter ma présentation, donc Fabien Poulard, je suis docteur en informatique, je suis membre du cluster West Media Lab, je suis élu à un conseil municipal d'une toute petite commune en Vendée qui s'appelle Fontaine. Et donc tout ça mélangé, ça fait un profil qui pourrait être intéressant pour présenter donc, les outils numériques pour le débat public. Et donc je me suis retrouvé à tenter l'expérience. Au-delà de la présentation, dans le débat, j'attends aussi une interactivité. Donc je vous invite très chaleureusement à ne pas hésiter à m'interrompre et à me relancer sur certaines choses, notamment si je ne suis pas assez précis ou si mes propos peuvent vous paraître flous ou incompréhensibles. J'ai mis mon compte Twitter, juste comme ça pour avoir une idée. Il y a combien de personnes qui ont un compte Twitter dans la salle ? Le fond. D'accord, donc une espèce de graduation. Tout au début, on a les gens qui sont peut-être pas trop encore sur le numérique et au fond, les gens qui sont complètement dedans et qui ont déjà un compte sur les réseaux sociaux. On verra, Twitter, ça peut être un outil intéressant, qui a un usage particulier. Ce que j'aimerais bien faire passer dans cette présentation, c'est avant tout que certes, il y a des outils, mais que ces outils, ils ont besoin d'usage. Sinon, ils ne servent à rien, il reste des outils. Ça ne sert à rien d'avoir une clé à molette si vous voulez taper sur un clou. Par contre, vous pouvez très bien assommer un assaillant avec une clé à molette. Donc l'idée, ça va être plutôt d'essayer de prendre des exemples qu'on peut trouver un petit peu partout et de voir comment les gens ont mis en place des outils pour répondre à un besoin qui, je le pense,
peut être caractérisé de débat public. Donc on pourra voir que c'est vraiment très très large. Et je vais d'abord commencer par juste poser un peu le contexte. Ça, c'est mon côté docteur. Avant de parler de quelque chose, il faut absolument que je donne une définition, sinon je me sens mal. Donc, le débat public, qu'est-ce que c'est ? En France, en tout cas, c'est une loi. Donc, la loi 95-101 du 2 février 95, qui parle de la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire. Bon, on est très très juridique. Si on devait résumer, c'est si on fait des projets un peu conséquents qui ont un impact sur la vie des citoyens et un impact non négligeable, ce serait peut-être pas stupide de les inclure dans la discussion. Et la discussion vraiment au sens large, c'est-à-dire très amont et de bout en bout. Et si on va un peu creuser sur Wikipédia, on a une proposition un peu vulgarisée de ce que doit permettre le débat public. Le débat public, il doit permettre 3 choses. Premièrement, d'informer le public sur l'opportunité, les caractéristiques et les objectifs du projet. Moi, je retiens le verbe informer. D'assurer l'expression la plus large possible du public à l'aide de différents supports. Là, je retiens l'expression assurer l'expression, donc permettre aux gens de s'exprimer. Et enfin, d'éclairer le maître d'ouvrage par de nouveaux éléments d'appréciation. Là, qui est le dernier élément un peu plus flou, mais en gros, le débat public, non seulement on fait descendre de l'information aux gens pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe, on leur laisse la possibilité de s'exprimer à ce propos, et le but de tout ça, c'est pas de parler dans le vide, mais c'est plutôt de faire remonter des éléments qui après vont servir le maître d'ouvrage, donc que ce soit une collectivité, un architecte ou je ne sais quoi. Donc c'est ces 3 éléments qui peuvent nous permettre un peu de cadrer. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'intéresser à comment est-ce qu'on peut informer le public, comment est-ce qu'on peut lui permettre d'assurer l'expression la plus large possible, et comment est-ce qu'on peut éclairer le maître d'ouvrage, et tout ça dans le contexte des outils numériques. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? Bon. Alors la première idée qu'on peut avoir, et la première idée que j'ai eue, donc je me suis dit on va en parler dès le début, c'est quelque part, est-ce que le débat public, c'est pas tout simplement ce qu'on appelle, le mouvement qu'on appelle démocratie ouverte, voire même pour tenter un anglicisme, e-gouvernement. C'est-à-dire la gouvernance par le biais des moyens numériques qui permet d'inclure un très grand nombre de personnes. Sur ce projet, avant, c'était facile. À Rome, il suffisait de réunir tout le monde dans le forum, et puis on discutait, et puis on levait la main, et puis tout allait bien. Quand on passe à 60 millions de citoyens, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais peut-être que le numérique, il peut permettre ça, permettre à 60 millions de personnes de gouverner ensemble. Donc, est-ce que le débat public, c'est quelque part la démocratie ouverte ? Alors, j'imagine que vous connaissez déjà tous un peu ce schéma. C'est une proposition de ce que peut constituer la démocratie ouverte, ou du moins ses différents axes. Donc on voit ici tout d'abord un axe de transparence avec au sommet l'open data, l'ouverture des données publiques. Donc il n'y a pas de... Alors je suis aussi membre de l'association Libertic, je vois pas clair dans l'audience. Donc voilà, il y a toute une démarche citoyenne autour de comment est-ce qu'on peut ouvrir les données publiques, et notamment les données qui peuvent permettre de participer au débat politique, et notamment des données de pilotage. Est-ce que les politiques peuvent un peu rendre des comptes au fur et à mesure pour qu'on puisse dire ce que vous faites, ça marche pas, ça a un impact, ça n'a pas d'impact. Toute une partie collaboration qui va permettre de travailler citoyens et politiques main dans la main. Et une partie participation où là, c'est vraiment l'idée d'inclure le public, les citoyens, dans la réflexion politique. Alors, quand on regarde ça, nous saute un peu aux yeux cette partie gauche, cette espèce d'hémisphère ici de la démocratie ouverte, où on retrouve consulter les citoyens, concerter, et dans concerter, on a organisé des débats publics, et une partie faire de la pédagogie, donc représenter les données, montrer les processus de gouvernance, illustrer, rendre accessibles en fait les éléments de la politique.
Donc quand on regarde cet hémisphère gauche, on va dire, de la démocratie ouverte, on se dit, on a quelques éléments de réponse à notre question, qu'est-ce que le débat public? C'est la partie gauche de l'eGov ou de l'OpenGov. Donc en fait, le débat public fait partie de la démocratie ouverte. Et donc, on reprend ici ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la concertation, la consultation des citoyens, avec pour but d'avoir des critiques, des avis, des idées, donc quelque part remonter des éléments pour éclairer le maître d'ouvrage, ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'insiste pour inclure la pédagogie, donc pour permettre aux gens de comprendre. Informer, c'est pas seulement pousser de l'information, c'est s'assurer que derrière, les gens ont assimilé l'information. Et ça, c'est souvent oublié. Donc si on devait tenter un parallèle, sur le débat public, on a vu informer, assurer l'expression, éclairer le maître d'ouvrage, démocratie ouverte, on voit la pédagogie, donc dans l'informer, on voit pour assurer l'expression, donc la consultation, avoir des retours, et éclairer le maître d'ouvrage, les résultats de la consultation. Mais on voit aussi une concertation dans la démocratie qui revient à la totalité du débat public. Donc en fait, on n'a pas tellement progressé parce qu'au final, on a une définition cyclique, et les définitions cycliques, ça ne nous aide pas du tout à comprendre ce qui se passe. Donc on va aller chercher ailleurs, et faute de théorie, on va s'intéresser à un cas un peu plus concret, qui est la gouvernance de l'Internet. Vous utilisez tous Internet. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'Internet? Non. Bon, c'est bon, on est pas mal. En fait, Internet, ça a une particularité, c'est que c'est indépendant des États. Ou du moins, c'est censé l'être. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour gouverner quelque chose qui n'est pas rattaché à des États? En théorie, on ne sait pas trop faire. Et pourtant, Internet, ça fonctionne. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs dans la gouvernance d'Internet. Et en fait, ces acteurs, ce sont toutes les parties prenantes et qui sont extrêmement nombreuses et qui sont vous, si vous le souhaitez. En fait, ces parties prenantes, elles sont extrêmement volumineuses. Donc ça, comme je vous dis, ça peut être vraiment... Chacun de vous peut participer à la gouvernance d'Internet en rejoignant les consortiums, etc. Elles sont très variées, parce qu'on va trouver des citoyens, on va trouver des entreprises, on va trouver les États qui ont quand même quelques éléments à dire, on va trouver des consortiums transnationaux qui vont chercher à défendre certaines choses. Par exemple, la liberté d'expression sur Internet, on a des collectifs citoyens transnationaux qui s'intéressent à ça, donc des associations, des entreprises, des institutions, des citoyens tout court. C'est extrêmement varié. Et en plus... cette variété, ça va entraîner des valeurs de contribution différentes. On va avoir des gens qui vont avoir des prises de position très précises sur des éléments très circonscrits, d'autres qui vont avoir une vision plus globale, telle que W3C qui cherche à guider, lui, l'Internet vers une évolution, une amélioration continue. Donc, c'est volumineux, il y a énormément de monde, c'est très varié, et ça a des valeurs très diverses. En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, on retrouve, pas du tout ça, on retrouve les 3 V du Big Data. D'accord? Donc du volume, de la vitesse, de la valeur, on retrouve ces éléments-là. Et donc par certains aspects, on pourrait dire que la gouvernance d'Internet, c'est le Big Collegia. Donc c'est regroupement de personnes qui ont des intérêts propres et qui vont chercher en fait à chacun participer à la gouvernance d'un tout, en le tirant chacun de leur côté, mais de sorte à ce que quand même, il ne faut pas tout casser et que ça continue d'avancer au fur et à mesure. Donc comment ça marche? Comment est-ce que ça peut marcher un tel système? Eh ben en fait c'est pas si compliqué et ça fonctionne plutôt bien. Il suffit juste de suivre un certain nombre de règles. Et la première de ces règles, ou la première de ces bases, c'est le débat ouvert pluriparti. C'est-à-dire que c'est un débat en continu, qui est ouvert, chacun peut participer, mais qui est pluriparti, c'est-à-dire qu'il va s'adresser de manière assez segmentée à plusieurs aspects en parallèle. Et les aspects vont plus ou moins converger dans le temps. Donc on s'intéresse en continu à discuter ensemble sur un tout, mais par des axes divers qui se croisent ou non. Et quels outils on a à la disposition? La première, la plus courante, la réunion. Alors une réunion, ça peut être une réunion physique du type un peu ce qu'on fait aujourd'hui, une table ronde, etc. Ça peut être aussi des réunions par Internet, en visioconf, des chats, ce genre de choses.
L'intérêt ici, ce qui va caractériser en fait la notion de réunion, c'est ce qu'on va appeler la synchronicité. On est dans un mode de partage, de discussion synchrone. Donc quand je vous dis quelque chose, vous pouvez y répondre dans la foulée, etc. On a les documents partagés via Internet, où en fait on va participer de manière collaborative à la rédaction de documents sur lesquels vont s'appuyer par la suite les autres débats, on y reviendra. Donc là on a aussi un certain nombre d'outils qui existent. Alors je ne sais pas si vous connaissez des choses comme Etherpad par exemple, ou des wikis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, ce sont des systèmes qu'on a sur Internet qui vont permettre en fait d'éditer, de participer à la rédaction d'un document à plusieurs et en étant tous à des endroits différents. Un des outils les plus utilisés sur Internet et qui est en quelque sorte un héritage, encore une fois, de la première des Républiques, c'est le forum public. Donc c'est un endroit là où on va participer, mais chacun son tour. C'est-à-dire il y a des prises de parole qui sont figées dans le temps et ça va construire une espèce d'arborescence de questions, réponses à questions, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des forums publics. Ça peut être des sites sur Internet. Ça peut être aussi tout simplement un échange de mails. Si vous utilisez les courriels et que vous participez à plusieurs à un courriel, vous voyez que vous avez des réponses à des réponses qui s'enchaînent, etc. En fait, c'est une forme de forum. Et à l'origine, avant même l'invention du courriel, on utilisait ce qu'on appelle des newsgroups. Ce sont des groupes où les gens postent chacun leur tour. Donc on retrouve ce schéma-là. Le forum, c'est vraiment le paradigme de communication le plus ancien et encore le plus usité sur Internet. Et enfin, les publications, ce qu'on appelle notamment les RFC, par exemple, Request for Comment, où on va poser d'un seul coup une idée complète, détaillée, qu'on va exposer à tous publiquement et sur lesquelles les gens vont être amenés à s'exprimer. D'accord ? Donc, on n'est pas tout à fait dans la rédaction collaborative, on est plutôt dans la rédaction en un seul trait, on va dire, d'un document, et les gens vont après commenter ce document pour pour l'améliorer au fur et à mesure. Est-ce que ça va bien ? Oui. Donc, si on reprend nos éléments du débat public, la réunion, elle va servir à la fois à informer pour faire descendre de l'information, mais aussi permettre d'assurer l'expression. Donc, les gens vont pouvoir participer. Les documents partagés via Internet, ils vont s'intéresser à assurer l'expression du public. Donc, les gens vont pouvoir s'exprimer au travers de la rédaction collaborative du document. Les forums, encore une fois, on a la double partie, donc informer d'un côté par la transmission d'informations et permettre aux gens de répondre, donc assurer l'expression du public. Et publication, là, c'est le cas où on pourrait dire qu'on est dans l'éclairage du maître d'ouvrage. Toute la connaissance, toute l'information qu'on a accumulée de par les outils précédents, on va les pousser sous forme d'un document structuré qui normalement transmet une connaissance plus ou moins conséquente. Et donc, tout ce travail ici de débat ouvert pluriparti, il va aboutir à des politiques et des normes. Et par-dessus ces politiques et ces normes, vont se construire des services. Si on monte au joli schéma ici, en fait, on a toutes les parties prenantes qui organisent donc, ce débat ouvert. Et ce débat ouvert va aboutir à des politiques ou des normes sur la base desquelles on va construire les services. D'accord ? Donc on a en fait une accumulation de strates qui font qu'on tous ensemble, on construit quelque chose de plus en plus complexe, qui est au final ici technique, comme peuvent l'être les grands projets d'infrastructures urbains, périurbains, etc., etc. Et quelque chose de très intéressant et qui est absolument fondamental pour que l'Internet fonctionne, c'est que les politiques et les normes qu'on a définies, on les accepte. Et du coup, le fait de les accepter, c'est-à-dire qu'ils vont guider par la suite les futurs débats et les prises de décision. Donc en fait, on se retrouve avec cette route d'Hamming que vous devez connaître, de l'amélioration continue. Pour qu'il y ait amélioration, il faut certes que la roue tourne, donc on ait tout le processus d'amélioration, mais pour qu'on soit sûr qu'elle monte la pente, il faut absolument mettre des cales régulièrement, et ces cales, ce sont les politiques et les normes. Donc on monte, on progresse, mais on se cale bien à chaque fois, à chaque étape, pour être sûr qu'on est d'accord, qu'on ait
un point d'achoppement qui nous permette de continuer le débat. Donc voilà, Internet, aussi complexe que ce soit, ça fonctionne avec des éléments très simples. C'est intéressant parce que c'est un système de gouvernance un petit peu décentralisé sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle, qui s'utilise lui-même pour se coordonner et qui nous permet d'avoir un petit état d'une façon d'utiliser en fait les outils numériques pour le débat public. Mais comme vous voyez, les outils au final sont pas si complexes que ça. C'est des outils qu'on trouve tous les jours, qui ont parfois une réalité dans le physique, typiquement la réunion, mais qui peuvent donner une autre dimension lorsqu'ils deviennent numériques. Donc ça, c'était un exemple un petit peu général pour montrer tout le processus de gouvernance ouverte qu'on pouvait avoir, donc de la concertation, de l'information à la construction de quelque chose de plus en plus complexe, avec cette idée que l'intérêt, c'est cette itérativité, donc pouvoir aboutir à des points intermédiaires qui sont des politiques et des normes sur lesquelles on va continuer de construire un petit peu en continu. Et donc ça marche depuis 25 ans au moins et ça continue de marcher. Vous allez toujours bien? Vous ne vous endormez pas? Vous tweetez un peu? Je vois qu'il y a quelques photos. Bon, allons un petit peu dans le dur. On va aller voir des exemples concrets, plus reliés au débat public, de comment est-ce qu'on peut informer le public, comment est-ce qu'on peut assurer l'expression du public, et comment potentiellement on peut éclairer le maître d'ouvrage, même si sur cet élément, on a un petit peu moins de concret pour l'instant. Donc, informer le public. Je suis parti d'outils qui existent déjà, qui ont été mis en place par les États, soit les États de l'Union européenne avec Eurlex, soit l'État français avec Légifrance. Et l'objectif, c'est tout simplement de permettre l'accès au droit. Donc nul n'est censé ignorer la loi, tout ça. Mais la loi, elle a un peu tendance à évoluer extrêmement vite et c'est difficile de suivre. Donc rapidement, les États se sont rendus compte que c'était pas stupide d'utiliser l'Internet pour diffuser le droit. Et donc on a deux gros portails de droit que sont Légifrance et Eurlex. Donc Légifrance, tout le droit français, et Eurlex, tout le droit européen. Vous avez déjà été consulter ces plateformes ou pas? Oui, vous connaissez un petit peu? Oui, non, ça dépend. Dommage. On va essayer l'autre. Donc Eurlex, voilà le site. Donc c'est un portail classique, un site tel que vous pourriez en trouver sur Internet, hein, rien de spécial. Et en gros, on peut continuellement aller voir les journaux officiels. Voilà. Donc on trouve toutes les éditions des journaux officiels, donc avec tout un historique. On peut aller les voir et regarder ce qui s'y dit. Et ouais. Et hop. On peut également directement aller rechercher, par exemple. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Agricole. Franchissement. Alors, conseil d'établissement un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Code frontière de Schengen. C'est un type de franchissement qui est certes un petit peu modeste par rapport à nos enjeux à nous, mais qui est bien là. Et donc, on peut trouver les éléments ici totalement incompréhensibles. Et voilà. Quelques éléments. Donc là, c'est... je sais plus quel... Je suis bien incapable de lire ce truc. Donc ça, c'est une mise à jour de la liste des points de passage frontaliers. Donc voilà, liste des nouveaux points de passage frontaliers, frontières aériennes. Ça doit être plus ou moins des aéroports ou des choses comme ça, j'imagine.
Donc voilà, et donc on va pouvoir un peu parcourir le droit par le biais de ces portails, et donc l'objectif c'est de rendre en fait le droit accessible à tous. D'accord ? À mon avis, c'est pas vraiment accessible à tous parce que certes, on donne l'accès à une information, mais une information qui est extrêmement technique, extrêmement spécifique et qui ne peut réellement être utilisée que par les spécialistes, les juristes et ce genre de choses. On n'est pas du tout dans un outil qui peut vraiment être utilisé par les citoyens lambda. On trouve par contre des tentatives dans ce sens. J'en ai identifié 2, mais il y en a tout un tas. 2 différentes. Donc la première qui est le portail belge des droits quotidiens, où en fait, là l'objectif c'est qu'on va aller collecter dans le corpus du droit belge en l'occurrence, des éléments qui vont devenir des outils pour les citoyens, parce que c'est le droit qui les touche au jour le jour. Et donc c'est fait sous forme de mémo, où on va avoir des articles courts, vulgarisés, qui vont permettre d'expliquer les éléments de loi un peu intéressants. Et on trouve également une boîte à outils avec des ressources telles que notamment des documents types. Hop. Donc par exemple, je sais pas, pour le logement, tiens, on va aller voir. Donc on a un schéma explicatif. Hop. Donc je veux un schéma explicatif dans le thème du logement. Donc comment placer les détecteurs incendie. Ah, bon, dommage. Ou je sais pas, tiens, la fiscalité, parce que ça va être un petit peu d'actualité prochainement. Et donc là on trouve également des choses sur l'actualité. Donc l'idée c'est, on part de ce corpus de droit que peut-être Légifrance ou Eurlex, mais on va le vulgariser, on va le traduire. Et donc on utilise de la même façon en fait un site internet, on est sur un portail, c'est le même outil, mais des usages différents. D'un côté le but d'être exhaustif et le plus près de la loi, de l'autre le but de rendre accessible, de vulgariser le contenu de la loi aux citoyens. Un autre site qui se charge, voilà. C'est une partie en fait du site du ministère de la Justice togolais. Donc là, c'est une initiative gouvernementale, étatique. Ou de la même façon, ils sont conscients qu'il y a un petit peu de difficulté à ce que les gens s'approprient la loi. Et donc, ils vont proposer des fascicules de vulgarisation juridique. Donc là encore, on est sous la forme un petit peu de documents qui vont être plutôt courts et plutôt écrits dans un langage accessible et qui vont expliquer l'intérêt d'un certain nombre de choses. Donc on a des trucs sur la texte essentiel, droit du détenu. Voilà. Donc si vous êtes poursuivi pour une infraction, de quoi s'agit-il? Et donc vous avez un document qui vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, il faut bien penser à l'avoir sur soi quand on se fait arrêter. Hein. Les causes du divorce prévues par la loi, etc. etc. Donc, on a une tentative ici encore de vulgariser, mais avec la différence par rapport au précédent, c'est que là, on est sur une initiative gouvernementale. Donc voilà. Donc, pour bien illustrer la différence entre les deux, on est à chaque fois sur le même outil numérique. On est sur un site. La différence, c'est juste l'usage. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, un usage, je veux être exhaustif, je veux être au plus près de la loi, je veux être précis, correct. Et un usage, je veux être compris. D'accord ? Et je veux être utile. Donc, 2 choses un peu différentes. Alors, un exemple, on est toujours dans le mode je veux informer les gens. Quelque chose d'intéressant, c'est la ville de Saint-Denis. Donc, qui, sur son site internet, on va aller le voir, propose en fait un accès aux séances du conseil municipal en direct. Donc, vous arrivez sur le site, vous avez la vidéo
de la séance du conseil municipal. Donc là, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de conseil municipal, donc il n'y a rien derrière la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez en plus l'ordre du jour qui va défiler à côté en même temps avec le déroulé du conseil municipal. Donc en fait, on utilise le streaming vidéo et un portail internet pour rendre accessible la chambre du conseil municipal. Vous avez déjà été dans un conseil municipal ou pas? Ouais. Il y a de la place à Nantes? Je sais pas, j'ai jamais été à celui de Nantes. Ce dispositif existe à Nantes? Ah, j'aurais pu regarder celui de Nantes alors. Et donc, dans les faits, souvent, les salles de conseils municipaux sont quand même assez restreintes en termes de place, et donc tout le monde ne peut pas y aller. Et en plus, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et donc là, ça permet de suivre le conseil à distance. Et autre élément intéressant, c'est qu'on a les archives en fait. On peut accéder à toutes les archives des séances de conseil précédents. Donc voilà, avec les prises de parole. Donc là, c'est 2013, 2012. Et voilà. Donc un outil un peu intéressant, donc, qui est là purement dans le but d'informer, parce qu'on ne peut pas réagir à rien, mais de toute façon on ne peut pas réagir dans les conseils municipaux, et qui permet de suivre les déroulés et de s'informer en continu, ou du moins de rendre accessible l'information du contenu des conseils municipaux. Donc chaque séance est diffusée en direct, les archives sont disponibles en ligne, donc on peut consulter les anciens quand on a loupé l'épisode de la saison. Et on a une synchronisatino avec l'ordre du jour en parallèle. Donc là, on utilise le site internet une nouvelle fois, mais également le média vidéo avec une synchronisation avec un ordre du jour. Donc on croise un petit peu les choses. Autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez monputo.com. Vous connaissez ou pas? Pas du tout. Alors c'est un blog assez vieux en fait, c'est un très vieux blog, un des premiers blogs, qui a été lancé à la base par un citoyen habitant de Puteaux. Donc Puteaux, c'est vers la Défense, là, je sais pas si vous voyez. Où en fait c'est un citoyen qui n'était pas très satisfait à la base du conseil municipal de Puteaux et qui a commencé à alimenter un blog sur ce qu'il trouvait anormal à Puteaux. Et donc on est dans le format du blog. Je ne sais pas si vous connaissez le format du blog, mais les grandes idées, c'est on est sur un espèce de carnet intime. Donc c'est des articles qui vont être plutôt courts ou du moins rapides à écrire et réguliers. D'accord, on va poster tous les jours ou plusieurs fois par jour et dater. Et donc on va avoir une espèce de chronologie des articles qui vont raconter une histoire qui se développe, etc. Et donc en l'occurrence, il s'agissait de l'histoire politique de la ville de Puteaux. Donc le site est très simple. Hein, on est vraiment sur un blog façon brute de fonderie, préinstallé, etc. On retrouve les articles. Et on va... donc là, c'est un post en particulier. On a un moteur de recherche, etc. On a une connexion Facebook. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce site s'est fait pas mal connaître parce que, au bout d'un moment, ça a un peu énervé les élus plutôt qu'il y ait un citoyen comme ça qui s'amuse à leur... comment dire, à les critiquer ouvertement et sans trop de retenue. Donc le mec s'est retrouvé en procès et... en fait, vous pouvez faire un don pour l'aider à financer son procès si vous le souhaitez. Et depuis, il est rentré dans la politique puisqu'il présente une liste pour les municipales cette année avec le MoDem, je crois. Donc voilà. Mais à la base, c'est une initiative citoyenne. Donc les gens, donc l'auteur ici, donc Christophe Greber, a publié en continu des articles sur la politique de la ville. Et l'intérêt du blog, c'est que les gens, donc les lecteurs du blog, pouvaient interagir par le biais de commentaires et donc poster des commentaires, ce qui permettait, on rentrait encore une fois dans le mode de forum, donc le paradigme utilisé un peu partout sur Internet. Alors un exemple à une toute autre échelle et qui utilise encore un autre outil, c'est le chat géant de Barack Obama.
Je vais juste démarrer la vidéo pour qu'il y ait quelque chose à l'image, mais peu importe le contenu. En fait, Barack Obama, quand il a réélu, il a dit qu'il serait le premier cyber-président, etc. Et donc, il a joué cette carte de l'OpenGov et de la e-démocratie à fond. Et il a organisé notamment, celui-là c'était un des premiers, mais il y en a eu d'autres par la suite, des chats. Alors un chat c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'interagir à plusieurs par le biais d'écrits, où vous voyez en fait les écrits de tout le monde s'afficher au fur et à mesure. Vous imaginez une fenêtre, d'accord? Vous pouvez taper, un peu comme pour des SMS ou pour des mails, des messages. Tout le monde voit vos messages et l'idée c'est qu'il y ait des interactions entre les gens. Donc là c'était un peu plus compliqué que ça parce que comme vous pouvez l'imaginer, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés pour poser des questions au président. C'était un peu dur de les laisser poser les questions chacun leur tour par le biais du chat. Donc c'était un peu organisé, il y avait des modérateurs, etc. Mais l'intérêt reste là, c'est-à-dire que le président a répondu par le biais d'un outil qui est plutôt un outil récent, même si à l'échelle d'Internet, c'est préhistorique puisque ça a été inventé à peu près en même temps que le début d'Internet. Un outil récent pour répondre aux questions de tout un chacun des citoyens. Donc ça a quand même été un succès parce qu'on a plus de 90 000 citoyens américains qui ont participé au chat. Il y a plus de 100 000 questions qui ont été posées. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a eu un certain tri et on a essayé de retrouver les questions qui étaient similaires. Et en fait, les gens ont eu 36 heures pour communiquer l'ensemble de leurs questions et pour que le modérateur après puisse les poser à Barack Obama et qu'il y réponde. Si vous êtes intéressé, on trouve le transcript complet du chat en ligne. Donc voilà, sur le site de la Maison Blanche. Donc il y a tout le contenu des échanges entre Barack Obama et les internautes. Donc voilà un autre outil pour un autre usage, c'est-à-dire rendre accessible en fait la tête de la politique d'un État fédéral que sont les États-Unis. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour, enfin rapidement, hein, des outils qu'on pouvait utiliser pour informer, c'est-à-dire faire descendre de l'information de manière plus ou moins pédagogique. Est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que il y a des choses que vous pensiez voir que vous n'avez pas vues? Non? Je propose que vous dérouliez tout votre exposé après en élection, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de terminer. Ça roule. Sinon vous pouvez poser des questions sur Twitter. Donc deuxième axe, assurer l'expression du public. Donc là c'est un exemple, c'est le Conseil de la jeunesse en Belgique, où en fait ils ont lancé un site assez classique puisqu'on va retrouver des choses très classiques, les actualités, les événements, des publications. Donc les publications, on retrouve l'idée de publier des éléments complets qui reprennent les résultats des délibérations. Et un élément intéressant, par exemple, c'est une boîte à idées. Une boîte à idées qui va permettre à tout un chacun de partager en fait quelque chose avec le Conseil de la jeunesse. Donc c'est très simple. Vous laissez vos noms, prénoms, votre adresse mail, vous dites à peu près sur quoi porte votre suggestion, et vous avez un champ pour envoyer le tout. Et donc ça, c'est envoyé au Conseil de la jeunesse qui va en prendre conscience, et soit qui va en débattre, soit qui va vous faire une réponse, etc. Donc on reste encore une fois sur un site assez classique, mais qui est le moyen le plus utilisé quand même dans le débat public aujourd'hui. Alors un cas beaucoup plus emblématique, c'est le cas de la rédaction de la Constitution de l'Islande. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a qui en ont entendu parler. Ouais. Donc faut se resituer dans le contexte. Donc au moment de la crise des subprimes, tout ça, l'Islande qui misait beaucoup sur son secteur bancaire s'est retrouvée complètement ruinée. Et donc quand les gens ont pu à manger 2 jours d'affilée, souvent ils s'énervent un peu, et donc ça a amené à une remise en cause totale de la gouvernance du pays, et notamment la réécriture de la Constitution.
avec l'idée que c'était fini l'écriture d'une constitution comme ça entre trois personnes hyper juridiques pour construire un texte qui va quand même décider de la façon dont va fonctionner le pays pendant des décennies, voire des siècles. Donc ils ont cherché à rendre cette expérience numérique et la plus ouverte possible. Donc la première étape de l'ouverture, ça a été déjà l'élection. L'élection, ça a été 25 personnes qui ont été élues parmi tous les citoyens islandais. Donc pas de sélection à l'entrée, on va dire. Et ces 25 personnes-là, elles ont mis en place un certain nombre d'outils pour être transparents et collaboratifs sur la façon de rédiger la Constitution. Donc ça commence bien sûr par un site, mais pas seulement. Ils ont notamment, lors de leurs réunions, comme pour le conseil tout à l'heure, conseil municipal, diffusé en vidéo et en streaming, donc en direct, le contenu de ces réunions, avec l'utilisation des réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, pour permettre aux gens d'interagir en direct pendant la réunion. Ils ont de plus rédigé la réunion par le biais du site qu'on voyait ici, que je peux vous montrer, mais je parle pas trop islandais, je sais pas pour vous. Donc on tombe ici sur le site avec le contenu de la Constitution, donc on voit les articles. Et en fait ce site il évoluait au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la rédaction. Donc les articles sont ajoutés un par un, et au fur et à mesure, on pouvait intervenir pour dire tel article, je ne le comprends pas totalement, ou est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer tel mot par tel mot, ou bien il faut éclater cet article en deux articles, etc., etc. Et donc on pouvait voir se construire en fait la Constitution de jour en jour, par la mise à jour du site et sur la base des retours que faisaient tous les citoyens qui étaient impliqués. Et donc, en tout, il y a eu 1600 propositions et commentaires qui ont été recueillis pendant la construction de la Constitution et qui ont participé en fait à l'élaboration au final. Donc on est parti sur déjà 25 personnes pour un conseil constitutionnel, et ces 25 personnes, la capacité de réaction de réflexion de ces 25 personnes a été augmentée par 1600 propositions et commentaires venus d'un peu tous les citoyens de l'Islande. Alors c'est à la fois une réussite et un échec, c'est-à-dire c'est une réussite parce que pour la première fois il y a une constitution qui a été écrite en public et de manière totalement transparente. C'est aussi un échec parce que les participations au vote et le nombre de commentaires sont tout de même assez réduits. Mais bon, c'est une première tentative et on ne peut que féliciter l'Islande d'avoir testé ce processus. Donc il y a encore tous les outils qui sont en ligne. Donc ils ont notamment une page Facebook, un compte Twitter et une chaîne YouTube. Donc on est là sur la page Facebook où on va retrouver en fait les membres du Conseil constitutionnel, et donc le contenu qu'on postait au fur et à mesure de leur avancement. Leur compte Twitter, donc là qui date un peu parce que ça datait de 2011, où ils tweetaient au fur et à mesure qu'ils avançaient sur la rédaction, donc pour informer, etc. Et enfin la chaîne YouTube où ils diffusaient leurs vidéos. Voilà, donc l'interview des gens, la réunion, des avis, des participations, etc. Donc utilisation d'un peu tous les plus grands outils de réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Donc le microblog Twitter, donc le principe c'est que chacun peut poster des sortes de SMS, ce sont de très courts messages de 140 caractères et qui sont publics. Tout le monde peut lire le contenu de ces échanges, donc c'est des interactions de manière assez simple. Facebook, où en fait on est sur un réseau de connaissances qui partagent des choses. Donc là encore, les échanges peuvent être soit publics si on poste sur la page, soit entre les personnes directement. Et enfin YouTube, qui est une plateforme qui permet de diffuser des vidéos que tout le monde peut visualiser et que l'on peut commenter également. Et pour revenir au paradigme le plus usité qui est le forum sur Internet, quand on veut faire réagir les gens, leur permettre de s'exprimer, le forum, ça reste quand même l'outil le plus utilisé, le plus facile à prendre en main par les gens. Et la preuve en est que même l'État a des forums.
Hop là. Donc vous pouvez aller sur le site. L'adresse c'est quoi? forum.gouv.fr. Vous avez accès en fait à un certain nombre de sujets auxquels vous pouvez participer. Donc par exemple là sur l'Europe. Hop, hop. Et donc les sujets, là, ils sont fermés parce que ça a été fait en 10 juillet 2008. Donc on tombe ici sur les différentes prises de parole des gens. Et donc les gens, donc ici par exemple Emmanuel a posté le 9 juillet 2008 un message qui n'a malheureusement pas reçu de réponse. Hop. Et donc... Ouais, j'ai presque fini. Donc ici un autre message, on a des réponses. Donc le forum c'est encore un outil, donc là il y en a un qui est mis en place sur le site de l'État. Par contre ce qu'il faut bien voir c'est que c'est pas magique, les gens vont pas se mettre comme ça à collaborer et à discuter si on ne les y pousse pas. Donc là c'est l'exemple et le contre-exemple à la fois, c'est-à-dire que le forum c'est quelque chose qui est facile à utiliser, que la plupart des gens savent utiliser intuitivement. Par contre ici très clairement, si derrière on met pas un objectif précis, si derrière on n'a pas une animation, s'il n'y a pas cette dynamique qui se met en place, l'outil ne sera tout simplement pas utilisé. Donc encore une fois, il faut bien penser à l'usage au-delà du débat, au-delà de l'outil. Enfin, le dernier axe évoqué, donc éclairer le maître d'ouvrage. Alors peu de choses révolutionnaires là-dedans. Quelques éléments toutefois. Donc, par exemple, Alliance 21, qui, sur son site, en fait, publie des cahiers de propositions. C'est-à-dire que, par exemple, pour le pôle gouvernance et citoyenneté, vous avez 13 cahiers. Et ces cahiers, ce sont des espèces de synthèses, de rapports, des discussions qui sont montées, et qui sont des propositions concrètes de choses à faire ou à ne pas faire, etc., et qui sont disponibles pour les institutions, les territoires, les citoyens également. Donc on est dans le site internet utilisé pour diffuser en fait des documents bâtis, construits, collaborativement, et donc qui vont permettre d'éclairer le maître d'ouvrage, quel qu'il soit. On a un autre outil aussi qui est utilisé, que j'ai classé dans éclairer le maître d'ouvrage, qui sont les sondages en ligne. Il y en a de plus en plus, il y a des plateformes qui se développent. Il y en a notamment une qui fonctionne très bien, qui s'appelle Avaz, qui a une dimension internationale et qui interpelle en fait les gens sur des grandes questions pour voir s'il y a une réaction, et s'il y a une réaction suffisante, pouvoir interpeller derrière les politiques et leur dire regardez, cette problématique, ça touche tant de millions de personnes dans le monde, il faut absolument faire quelque chose. Allons-y. Donc par exemple, je sais plus, j'ai vu un truc là sur voilà, piégé dans une prison russe, on va aller voir. Donc on a différentes campagnes comme ça. Donc la campagne, elle est assez simple en fait. On présente l'état des lieux. Donc c'est quoi le problème quand on est piégé dans une prison russe. Et à côté, on a une pétition. Et une des raisons pour laquelle ça marche, c'est premièrement, c'est très très simple. On va pas chercher à faire une pétition qui fait 15 mètres de long. C'est un texte très court. Là déjà, on est dans des textes un peu longs. C'est des textes très courts, très synthétiques et peu ambigus. Donc quand on signe, on sait exactement sur quoi on signe. On signe tout simplement avec son adresse. Et il y a un côté viral parce qu'en fait, quand vous avez signé cette pétition, on vous invite directement à la partager sur Facebook, sur Twitter, par mail à tous vos amis. Et donc il y a un effet de viralité qui se met en place et qui permet là par exemple de récolter plus d'1 200 000 signatures. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'a été lancée cette campagne, mais souvent en moins d'un mois on atteint ces niveaux de signatures là. Donc c'est un autre moyen en fait d'éclairer le débat en montrant l'intérêt ou potentiellement le désintérêt des citoyens pour une question particulière. Voilà. Et j'en ai fini
pour ma part. J'espère que vous avez des questions et j'espère que je vais pouvoir... Avant qu'on passe aux questions, j'aimerais bien que vous disiez un mot de Dictanova, enfin de ce que vous y faites, et parce que ça peut aussi nous intéresser justement sur cette histoire de l'analyse du web, etc. Enfin d'aller un peu plus loin, quoi. Alors, Dictanova, pour situer, donc on est une entreprise, on fait ce qu'on appelle de l'analyse qualitative des discussions sur le web. Donc notre expertise, c'est le traitement automatique des langues. Et qu'est-ce que le traitement automatique des langues? C'est un domaine scientifique à la croisée de la linguistique et de l'informatique. Son objet scientifique, c'est de chercher à mettre au point des algorithmes qui vont permettre d'aller capturer en partie ou complètement le sens derrière les textes. Dit autrement, c'est essayer d'apprendre à la machine à dialoguer avec les humains et dialoguer au sens de comprendre ce que les humains lisent. Et donc on met en place ces algorithmes pour aller fouiller les discussions sur le web. Donc nous, notre champ d'expertise, c'est plutôt le marketing produit, c'est-à-dire des entreprises qui ont des questions sur pourquoi leur produit fonctionne ou ne fonctionne pas. Et donc on va aller chercher toutes les discussions autour de ce produit et dresser un espèce de portrait synthétique du contenu de ces discussions qu'on va pouvoir travailler par audience, c'est-à-dire les gens, par exemple les jeunes mamans d'un côté, les adolescents de l'autre et les footballeurs dans un troisième plan, et pouvoir comprendre un peu ce que ces différentes strates de population pensent, tout simplement en les laissant s'exprimer. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas du tout dans le débat, on est complètement passif, on laisse les gens parler et nous on analyse ce qu'ils disent pour avoir une idée un petit peu globale. L'intérêt, c'est que dès qu'on est sur le web, les gens parlent énormément et ce contenu il est très riche et très volumineux et donc on peut en retirer des enseignements assez intéressants. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc dans le cadre du débat public, bien entendu, c'est laisser les gens parler donc spontanément sans être guidés sur ce qui va les concerner. Donc, par exemple, le franchissement de la Loire, quelles sont aujourd'hui les tensions, etc. sur le franchissement de la Loire, et voir un petit peu ce qu'ils en disent naturellement pour trouver peut-être des leviers d'action ou confirmer des hypothèses à ce propos. Très bien, je vous propose de passer aux questions si vous en avez. Oui, Yves Robin pour le Conseil de développement. Je vais me faire un peu, provocateur, parce que à vous entendre, par Internet, on pourrait peut-être se dispenser de faire une saisine des franchissements de Loire, parce que si on exploitait Internet dans toute sa dimension, on pourrait tout faire sans avoir besoin de se déplacer, 300 000 franchissements supplémentaires et autres. Parce que, j'ai cru voir il y a quelques jours qu'on pourrait même envoyer des colis par les airs, alors donc, quelque part... Voilà un peu mon propos pour engager la conversation. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi élargir le débat habituel qu'on a, c'est-à-dire institutionnel, des réunions publiques. C'est vrai qu'il faudrait avoir tout un circuit d'échange à travers Internet, quoi. Alors, si c'est pour le transport de colis par drone, je crois que c'était un hoax, hein, c'était pas pour de vrai. En partie, oui, si on veut aller dans la provocation. Aujourd'hui, le plus gros concurrent du TGV en France, c'est la visioconférence. C'est-à-dire que les gens, ils ont marre d'aller à Paris faire des réunions qui durent 3 plombes, etc. Et donc, ils font ça par visioconférence et ça réduit le trafic ferroviaire mécaniquement. Donc, quelque part, on pourrait très bien se dire, le télétravail, ça peut être une solution au franchissement de la Loire, parce que ça limite le franchissement de la Loire. Donc effectivement, pourquoi pas. Après, là, on est vraiment dans la réflexion déjà, avant de trouver des solutions. Peut-être qu'Internet est une solution, mais déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que les gens pensent du franchissement de la Loire? Quels sont les problèmes autour de ça? À mon avis, ils sont multiples et ils sont de degrés très divers. Donc voilà, quels sont déjà les outils qu'on peut utiliser pour permettre aux gens de s'exprimer sur la problématique globale du franchissement de la Loire. J'ai 3 questions à vous poser. La première, est-ce que par hasard vous pouvez aller sur le site Contexte? Pourquoi? Parce que au niveau de l'information du public, la communauté européenne avait mis un site
où on avait les débats préparatoires ce qu'on appelle et ça vient de passer très récemment, ça s'appelle Contexte maintenant, le site. Et c'est devenu privé. C'est-à-dire concrètement, il faut s'abonner. Comme ça. Contexte, oui. Voilà. C'est le site européen qu'il faut prendre. Et donc, avant, c'était un site gratuit où on avait l'élaboration des lois, l'information des lobbies. Alors, il y a peut-être en appellation de site, le magazine du site s'appelle Contexte, avec un TE. Avec un T. Ouais, Contexte, avec TE, d'accord, en français. Contexte TE. Ah, donc, concrètement, sur l'élaboration d'une loi, voilà. c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est devenu, il faut s'abonner, ça coûte assez cher. Si vous remarquez la linguistique, d'ailleurs, puisque vous êtes compétent dans ce domaine-là, vous verrez qu'on prend plus la peine d'écrire en français, c'est une traduction automatique. Et c'est maintenant, ça va être payant, c'est-à-dire ça a démarré début novembre, et ça remplace l'ancien site, qui était le site où on avait accès à l'élaboration des lois. Voilà. Donc... Alors ma première question, est-ce que vous ne croyez pas que l'information, il n'y a pas une tendance maintenant à privatiser les accès en amont de décisions publiques, de lois, etc. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais savoir... Je vais peut-être répondre dans l'ordre, sinon je risque d'oublier les questions. Pardon ? Je vais peut-être répondre dans l'ordre, sinon je risque d'oublier les questions. D'accord. Alors premièrement, sur le site Contexte, moi ce que je vois, c'est que c'est un site privé qui a été fondé par des privés justement, donc il y a certainement un but commercial ou autre derrière. Donc on peut comprendre dans une certaine mesure qu'ils vont chercher à vivre tout simplement et donc monétiser ça. Après la question c'est est-ce qu'il ne faut pas un organisme public peut-être qui vulgarise un petit peu le contenu des débats européens. Non, moi j'ai été abonné depuis presque 10 ans. Avant c'était le site gratuit géré par la communauté européenne. Géré par la communauté européenne ? Oui, oui. Bon. C'est récent, ça vient d'être créé. Ils ont expliqué le basculement, que l'Europe n'avait plus les moyens de... Bon, enfin, donc... Quelles sont les deux autres questions là ? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une privatisation de plus en plus de l'information, je dirais, sensible ? Parce que celle que vous avez montrée, c'est quand la loi est faite, ou les forums. Oui. C'est pas quand on veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu le problème d'ailleurs de l'accès à des documents administratifs. Hein. Alors, pour essayer de répondre à la question, effectivement, visiblement, c'est payant, mais il faut voir que de toute façon, l'information, elle n'est pas gratuite, elle n'est jamais gratuite, il y a des gens qui la produisent. Alors après, est-ce qu'elle peut être publique et donc rendue gratuite ou du moins accessible, c'est une question. Il y a quand même des associations de lobbying européens qui font un gros boulot citoyen de documentation des débats. On a la même chose en France. Hein. Et donc ils vont dans les hémicycles, qui rencontrent les parlementaires et qui essayent de faire valoir leurs positions citoyennes sur les lois, etc. Donc on a quand même ces associations. Donc si vous voulez pas que l'information soit inaccessible, je vous encourage à les encourager et à les financer potentiellement un petit peu. La deuxième question, c'était qui a dit que c'était un échec en Islande Vous avez dit c'est positif et puis il y a un échec, il n'y a pas assez de participants. Alors c'est pas un échec en soi, c'est qu'en fait ça a été un peu cacophonique dans le sens où l'élection des 25 membres a été remise en cause par la Cour suprême au cours du travail. Et donc c'est passé par la Cour suprême. Alors au final, ils ont été déchus mais réhabilités dans leur poste dans la foulée. Donc bon voilà. Mais dans la forme, en tout cas, il y a eu quelques couacs. Et le problème venait du fait que vu qu'il fallait faire voter tout le monde et que c'était un vote internet, je crois il y avait un problème d'anonymat des votants. Donc c'est ça qui a été un peu remis en cause. Mais c'était, il y a quand même un côté très positif. C'est la première fois qu'il y a une constitution où il semble que la population a pu participer par ses différents représentants
soit socio-professionnel, soit associatif. Ah oui, on tout est à fait. d'accord. C'est quand même une grosse réussite en soi. Il y a un petit côté gris, on va dire, mais dans les faits, c'est un travail remarquable qu'ils ont fait et qui peut servir d'inspiration pour d'autres pays. Julien Cosrech, oui. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour Fabien. C'est Bonjour, plus Julien. une contribution à ton intervention Je te qu'une remercie. question. Il y a un nouveau type d'outils aussi qui se développe. C'est des outils qui mêlent l'information et le jeu. Alors c'est aussi souvent des noms anglais. On parle de serious game ou de news game. Serious pour sérieux. Je voudrais juste en donner quelques exemples. Il y en a un qui a déjà quelques années et qui s'appelle Clim City. D'ailleurs, les 3 exemples que je vais donner sont sur des problématiques qui sont liées à l'environnement. Et Clim City est un jeu qui a été développé par Cap Science, qui est un peu l'équivalent de la Cité des Sciences à Bordeaux, dont le but est de faire comprendre l'impact des activités humaines sur le changement climatique, avec la possibilité pour les joueurs, effectivement, de prendre part aux actions qui permettraient de réduire les émissions de CO2. Donc ça, c'est Clim City. Plus près de nous, il y a actuellement un projet qui est en développement, donc une initiative de journalistes, de designers qui ont un projet de news game sur Notre-Dame-des-Landes. Donc ils vont reprendre tous les arguments des partisans et des opposants au projet d'aéroport. Et pour des gens qui voudraient s'informer sur le sujet, vont pouvoir le faire de façon ludique. Ça, c'est un projet qui verra le jour à la fin de l'année, qui sera accessible, qui s'appelle NDDL, ça c'est son nom de code. Et puis je voudrais en citer un dernier, mais c'est vraiment un champ qui se développe. J'ai pas encore vu de collectivité locale d'investir, mais ça pourrait être intéressant. Il y a actuellement un jeu qui est un moitié film, moitié jeu, qui vient d'être réalisé par David Dufresne. C'est un ancien journaliste de Libé, qui est un des pionniers du web documentaire. Aujourd'hui, il vit à Montréal. Et son dernier projet s'appelle For Mac Money. Et là, on peut plonger dans l'industrie pétrolière et dans l'exploitation des pétroles de schiste au Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, on peut aussi agir sur le débat public qui est en cours sur l'exploitation de ce pétrole-là. Et amener des informations et débattre et se connecter avec son compte Twitter ou Facebook. Donc il y a une dimension jeu vidéo, une dimension interactivité, prolongement du débat, et on peut même, en agissant, on peut même essayer d'imaginer à quoi ressemblerait cette ville si elle s'y prenait autrement dans son développement économique. Enfin, on peut rêver de la cité idéale que n'est visiblement pas Fort McMurray, ça c'est le vrai nom de la ville au Canada. Voilà, c'est quelques exemples. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller regarder tout ça sur Internet. Mais je trouve que ces écritures-là participent au débat public et elles sont intéressantes. Ouais, je pense que ça rentre bien dans l'idée d'informer les gens et notamment les informer avec l'idée de vulgariser, de rendre accessible l'information et pas seulement de bombarder d'articles scientifiques, techniques, journalistiques. Et vraiment permettre aux gens de prendre pied dans l'information. Oui, c'était Laurent Joseph. Là, c'était pour faire part d'une expérience qui existe en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ça dans les ateliers précédents. C'est sur le canton de Friesland. Ils ont mis en place un outil qui s'appelle Liquid Feedback. Et en fait, les élus ou les citoyens postent un certain nombre de sujets qui sont discutés. Et en fonction des retours, et notamment au moment où il y a un vote, si le vote est suffisamment significatif, de l'ordre de 50%, voire moins selon les sujets, ça engage tout un processus au niveau cantonal où les élus s'engagent à rebasculer sur une démocratie représentative et ainsi de suite passer sur une démocratie participative. Et au fur et à mesure, donc, ils prennent en main un certain nombre de sujets clés suite à ce feedback et cet outil qui est en ligne. Mais bon, personnellement, je ne l'ai pas consulté puisque c'était en langue allemande. Mais j'ai un ami qui travaille beaucoup en Allemagne qui m'expliquait que c'était une expérience intéressante. Voilà. Alors pour compléter cet élément, sur la communauté Avast tout à l'heure, faut voir que ça a été lancé suite à
à la loi européenne qui disait que quand on atteignait un certain nombre de signatures d'une pétition, on pouvait rentrer dans une démarche européenne de construction d'une loi. Et en fait, Avaaz a été mise au point dans ce but-là, dans le but d'alerter l'Union européenne sur le fait qu'il y avait suffisamment de citoyens qui s'intéressaient à un sujet pour qu'on puisse commencer à réfléchir à légiférer dessus. Donc c'est un peu cette idée-là également. Bonjour, Aurore Caillot d'une agence de communication Double Mix, donc qui est spécialisée dans la communication des collectivités territoriales. On est souvent confronté, enfin, on peut mettre en place des outils numériques pour la participation, mais en fait, on est souvent confronté à un problème de traitement des données publiées par les personnes, que ce soit par rapport au système de modération à mettre en place ou par rapport au traitement ensuite et à la restitution des contributions. Est-ce que vous pouvez proposer nous présenter des solutions qui ont été mises en place ou Alors, pour tout ce qui est modération, etc., ce qui fonctionne le mieux, c'est de construire des communautés autorégulées. C'est-à-dire de construire vraiment des groupes de personnes qui vont s'intéresser à la mission du débat et qui vont prendre le relais sur l'animation, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes modérer, qu'ils vont eux-mêmes alimenter, etc. Le cas le plus emblématique, c'est bien sûr Wikipédia, où en fait il n'y a personne qui contrôle l'écriture de Wikipédia, mais il y a quand même une espèce de communauté vachement bien organisée qui s'est construite et qui opère selon des règles de modération, d'appel à l'édition, d'appel à faire attention, cet article qui ne semble pas être rédigé selon la règle de qualité de Wikipédia, etc. Donc la première chose à faire, c'est construire cette communauté. Mais c'est un vrai travail, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment faire aujourd'hui, hein, c'est très empirique, et on ne sait pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Mais voilà, faut arriver à faire ça, ou alors il faut embaucher des community managers qui vont de manière professionnelle et rémunérée animer la communauté, s'assurer de la modération, bannir les gens qui respectent pas les règles, s'assurer que le débat puisse se dérouler de la meilleure façon. Mais ça a rapidement un coût. Après, pour le traitement et la restitution des échanges, si c'est des échanges textuels, on peut se voir après, je pourrais vous expliquer ce que le traitement automatique des langues peut faire pour vous et comment on peut vous aider. Pierre-Mich, oui. Oui, moi je voudrais poser une question avec d'abord une formulation générale, mais après il faut peut-être rentrer dans les détails. C'est la question de l'intérêt et des limites de ces outils-là. Alors je vais prendre un exemple. Avaaz, qui est derrière on peut me faire signer finalement à peu près n'importe quoi en fonction de la nature de l'information qu'on diffuse et de celle qu'on cache. Voilà. Un autre exemple qui est d'aujourd'hui ou d'hier, j'ai reçu, comme peut-être quelques autres ici, un truc du collectif Roosevelt qui lance une pétition en faveur de la taxation des transactions financières, avec une petite chose qui m'a intéressé par rapport à ce que vous dites, c'est finalement ils invitent les gens à envoyer une pétition, non pas par un clic, mais en envoyant une carte postale. Tiens. C'est un peu, c'est un petit peu étonnant. Et puis une autre image pour dire ça, en reprenant appui sur ce que je discutais tout à l'heure avec mon voisin Manuel, je peux lancer un forum sur la question faut-il fermer Fessenheim, et je suis sûr de faire un trafic formidable, hein, compte tenu de l'actualité. Mais ça va servir à quoi et à qui ? Voilà. Hein, ça va servir à quoi et à qui ? Cette question-là, moi, me semble un petit peu fondamentale. Alors, sauf peut-être à des gens comme vous qui faites métier finalement du traitement de ces informations-là. Mais voilà. Alors, et puis une autre question, mais qui finalement tourne toujours autour de la même question, c'est finalement la question importante est de savoir qui lance. Qui fait ce qui est derrière ce type d'outil. Voilà. Alors, pour répondre d'abord plus globalement, j'ai essayé de le montrer, mais c'est peut-être pas assez clair. Le numérique offre une variété d'outils
une grande variété d'outils, des outils très puissants, mais qui restent des outils. Tant qu'on n'a pas défini l'usage, ce ne sont que des outils. Donc l'outil est un moyen, c'est pas une fin. Il faut d'abord définir la fin avant de lancer quelque chose. Donc certes, lancer un forum sur faut-il fermer Fessenheim, pourquoi pas, mais le mieux c'est d'abord réfléchir à qui sont les gens que ça intéresse, qu'est-ce que je peux, quel va être mon but en ouvrant ce forum, etc. Dans le cas par exemple de la communauté Avaz, Avaz c'est une plateforme. Derrière il y a une équipe qui l'anime. Et cette animation va consister à mettre en avant ou organiser certaines pétitions. Par contre, tout un chacun peut lancer des pétitions sans aucun souci. La pétition, elle va vivre tout seul de son côté. Mais encore une fois, on en revient un petit peu à la même question que tout à l'heure, c'est que pour que tout ça, ça fonctionne, derrière, il faut mettre de l'humain. On ne peut pas supprimer l'humain, c'est pas parce que c'est numérique qu'il faut supprimer l'humain. Et donc, il faut donner l'occasion à l'humain d'animer ces communautés, d'animer ces débats, de galvaniser la participation. Et c'est par exemple ce que font les membres d'Avast, qui est une association, je crois, ou je ne sais même pas s'il y a une structure juridique en fait. Et voilà, qui sont des citoyens qui ont lancé le site et qui l'animent, mais qui est à la fois une communauté parce qu'ils l'animent et ils organisent des choses, mais également un outil parce que n'importe qui peut lui-même organiser sa pétition et la faire vivre de son côté. Donc je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais l'idée c'est ça, c'est faut aller au-delà de l'outil pour aller chercher l'usage. L'outil ne sera qu'un moyen de remplir l'usage. J'aimerais bien compléter un peu le questionnement. J'ai vu passer sur cet écran, il y a 5 minutes, un sujet concernant la transparence. Il s'agissait d'une association mondiale qui s'appelle Transparency International, et je suppose que les lecteurs d'Ouest France ont une petite connaissance de cela, puisqu'il y avait un article aujourd'hui. Il s'agit en gros de donner un baromètre de la corruption dans le monde. Ça a été commencé il y a à peu près 15 ans, 16 ans, à ma connaissance, et c'est quelque chose que j'ai suivi. C'était allemand au départ, c'était un berlinois. J'ai vu passer sur cet écran, je vous dis, l'information qu'il allait y avoir une modification de statut suite aux lois de la transparence. Est-ce que c'était sur Avaz? Je suppose. C'est passé. Bon, ça n'a pas une... Ah oui, c'était plus bas que ça. Non, c'était sur Context. Oui. C'est pas grave, de toute façon. C'est pas vraiment le sujet. Mais le sujet, c'est la forme de Transparency International va être modifiée suite à des lois européennes, d'après ce que j'ai compris, sur la transparence. Qui va prendre le pouvoir de ça? Parce qu'il est bien clair que cette ONG a considérablement gêné beaucoup de monde et beaucoup d'États. Comment le savoir? Vous voulez que je réponde là? Je n'en ai aucune idée et je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Après, si on revient sur Transparency International, on peut se raccrocher quand même à un élément que j'ai montré tout à l'heure, qui est ici, c'est-à-dire que la transparence, c'est une partie effectivement du processus de démocratie ouverte, et c'est un besoin. Donc voilà, mais après dire qui va prendre le contrôle de Transparency International et tout ça, je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que les élus en théorie n'ont le pouvoir qu'on leur donne et pas plus. Donc s'ils ont trop de pouvoir, faut savoir leur reprendre. J'avais une troisième question, le débat me la rappelle. Justement avec l'open government, le problème des outils numériques, c'est un outil comme un autre, comme avant on avait des associations citoyennes depuis les années 60-70. Est-ce que le problème n'est pas plutôt... alors je ne parlerai pas de transparency avec le classement de la France au 25e rang, je crois,
mais plutôt du fait que récemment, il y a la loi sur l'initiative populaire, je crois le référendum populaire qui vient d'être voté, que tout le monde dit qu'elle sera inapplicable. Donc est-ce que l'outil numérique ne permet pas de définir un sujet et une préoccupation de la société locale, nationale, et que le problème c'est peut-être un système qui n'existe pas, parce que souvent tous les schémas qu'on reprend, c'est ceux que j'ai vus au Canada. Alors comme il y a la province du Québec, c'est en français, on s'aperçoit que ces démarches d'outils informatiques sont très performants, parce qu'après il y a le débat politique. C'est-à-dire les citoyens du Québec peuvent prendre l'initiative de certains sujets, surtout au niveau des villes, si j'ai bien compris à force de les suivre, où ils lancent des débats, où l'élu est obligé même de répondre, à partir d'un certain seuil de mobilisation. Donc est-ce que le problème, c'est pas plutôt le manque dans la Constitution ou dans le droit constitutionnel, l'absence de possibilité aux citoyens localement au moins de prendre des initiatives, parce qu'actuellement les lois qui permettent l'initiative populaire sont complètement inapplicables. Alors après, est-ce qu'on a besoin d'une loi pour inviter les citoyens à prendre des initiatives? C'est aussi une question. Ce qui est sûr, c'est que l'outil numérique reste un outil. Il permet quand même une chose qui n'était pas possible avant, c'est de faire se rencontrer des gens qui partagent une même idée, mais qui sont éloignés géographiquement. Donc ça permet comme ça de concentrer des espèces de communautés thématiques très fortes et qui va leur permettre de s'organiser et donc de se mobiliser. Après, le numérique ne va pas remplacer les associations citoyennes. Au contraire, le numérique est là pour les aider potentiellement, mais pas les remplacer. Et on a besoin de la mobilisation citoyenne pour continuer de faire vivre notre démocratie. Et encore pour longtemps. Donc je ne sais pas trop exactement comment répondre à votre question, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le numérique qui va résoudre les problèmes de la démocratie. Il peut participer, ça peut être un moyen pour le faire. Mais c'est avant tout les citoyens qui doivent se bouger pour ça. Et s'il faut légiférer, c'est aux citoyens de pousser pour légiférer. Je sais pas, c'est bientôt les municipales, peut-être qu'on peut envisager, pousser l'idée que ce serait pas mal que les citoyens soient écoutés par un biais ou un autre durant ces municipales ou à la suite de ces municipales, à creuser. Moi j'aurais une question sur la plus-value de ces outils-là, parce que dans ce que vous présentez, il y a toute une gamme d'outils, donc certains qu'on connaît, d'autres un peu moins, mais certains sont des outils de réplique en fait de ce que fait déjà l'administration. Enfin, et puis il peut y avoir des outils qui apportent une plus-value. Enfin, tout à l'heure Julien Kosterech parlait des outils d'appropriation ludique, etc. Parce que diffuser par exemple une séance de conseil municipal en vidéo, enfin le conseil municipal de Nantes le fait maintenant. Franchement, c'est aussi ennuyeux que la séance physique. Ça n'a pas plus d'intérêt. Par contre, il peut y avoir d'autres outils, là, les serious games là, dont parlait Julien Kosterech, ou des outils qui permettent d'attirer d'autres publics ou d'y aller sur le mode du jeu, enfin sur un autre mode que finalement le mode de la réplique de ce que font les collectivités ou de ce que fait l'administration. Parce que moi, je connais un peu la communauté urbaine, enfin dans le système interne, ils peuvent très bien faire du courte ligne avec Internet, ça leur pose aucun problème. Enfin, ils le font très bien d'ailleurs. Ils peuvent reproduire de la bureaucratie encore mieux, même avec l'outil numérique. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver la plus-value de ces outils-là, quoi. La plus-value qu'ils peuvent créer dans l'alimentation du débat. Alors, ça peut être de différentes façons. Ça peut être pour effectivement élargir le débat, parce qu'on peut prendre tout simplement ce soir le panel des personnes présentes dans cette pièce. Il y a certainement à élargir le débat d'une façon ou d'une autre. On peut le rendre plus accessible, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont tout à fait capables de lire les comptes rendus des conseils municipaux et de comprendre les enjeux qui sont derrière, parce qu'ils ont un historique, parce qu'ils ont etc. Mais il y a beaucoup de gens, moi la première fois que je suis rentré au conseil municipal, ça fait 4 ans ou 5 ans maintenant, il y a des dossiers qu'on ne connaît pas du tout, un fonctionnement qu'on ne connaît pas du tout, qu'il y a toute une appropriation à faire, etc. Donc il y a des choses pour rendre plus accessible, enfin il y a des besoins pour rendre plus accessible l'information et donc permettre à plus de gens de participer au débat. Il y a certainement des choses possibles dans le numérique, donc les serious games,
Peut-être que la vidéo ou le podcast du conseil municipal, ça peut permettre d'écouter le conseil municipal dans le tram et de réagir par la suite. Il y avait, pendant l'institution d'Obama, je ne sais pas si vous aviez vu, on pouvait voir la vidéo de l'institution d'Obama avec à côté un mur Facebook qui permettait d'interagir pendant la vidéo, et donc les gens pouvaient discuter les uns avec les autres et parler de l'institution. C'est un autre moyen, c'est élargir le débat pour ne plus être tout seul dans sa réflexion, mais la partager aux autres. Voilà, le numérique, il peut apporter tout un tas de choses, mais il ne va pas le faire tout seul, donc va falloir y travailler tous ensemble, voir comment on peut élargir le débat, comment on peut permettre aux gens de participer à plusieurs débats, former peut-être des groupes d'influence ou je ne sais quoi, des communautés toujours. Et voilà, on trouvera au bon moment les bons outils pour donner un élan supplémentaire grâce au numérique. Sur cette question micro. Merci. Ah oui, sur cette question de ce que peut apporter Internet, moi je trouve par exemple que voilà un outil qui permet de toucher des cibles nouvelles, des cibles que Ouest France touche pas. Hein, le lecteur moyen de Ouest France, il doit avoir 57 ou 58 ans aujourd'hui. Or, il y a toute la jeunesse qui, par exemple, à travers les réseaux sociaux, à travers les outils, à travers YouTube, à travers tout ce que tu as présenté, va là pouvoir trouver des informations, si elle s'y intéresse. Mais, et là, je me dis, effectivement, ça ne remplace pas, mais ça complète. Et en particulier sur la question des cibles. Moi, je trouve ça fort. Ouais, alors ça complète, attention à ce que ce ne soit pas un nouveau critère de ségrégation non plus. Le but, c'est pas de s'isoler non plus des autres et de donner la parole qu'à la jeunesse. Même si bien évidemment on ferait les choses mieux que les autres. Mais voilà, c'est l'idée vraiment, faut rester dans la compléter. Ne pas faire table rase de l'existant pour tout remplacer par du numérique, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, chercher à élargir, compléter la gamme d'outils disponibles, et peut-être effectivement que le numérique a cet avantage s'être bien fait approprié par un public plus jeune. Et quand je dis plus jeune, c'est moins de 30 ans, moins de 35 ans. Et que par ce biais-là, il serait peut-être plus à même de participer au débat. Mais il faut quand même définir un cadre de débat où chacun puisse échanger avec tout le monde. Et ça, c'est pas le numérique tout seul qui va le permettre, quoi. Bruno Déhay, bonsoir, Bruno Déhay du Conseil de développement. J'aimerais connaître, j'ai deux questions. D'abord, concernant les réseaux sociaux, votre définition de ce que sont les réseaux sociaux, en quoi ils sont indispensables pour l'utilisateur. Je ne dis pas pour celui qui les alimente, enfin pas qu'ils alimentent, mais qui les crée. Sont-ils ou seront-ils absolument incontournables? Et le deuxième point qui n'a rien à voir, c'est l'open data. Est-ce que c'est un outil de démocratie qui viendrait compléter ce que vous avez évoqué? Alors, qu'est-ce que sont, selon moi, les réseaux sociaux? Y a une définition sociologique, hein. Un réseau social, c'est un groupe de personnes qui interagit de manière substantielle les uns avec les autres, plus qu'avec d'autres personnes extérieures. Donc un réseau social, c'est ça. Par exemple, ici, on est dans se matérialise quelque part le réseau social du Conseil de développement de Nantes Métropole. Donc les gens qui interagissent de manière régulière, de manière substantielle les uns avec les autres. C'est pas forcément un outil. Effectivement, quand on pense réseau social, on va tout de suite penser Facebook, Twitter et compagnie. Ce sont juste des outils qui vont permettre de créer des réseaux sociaux qui potentiellement n'auraient pas existé dans la vie réelle, physique. Typiquement, moi j'ai passé 1 an aux États-Unis et par le biais de Facebook, je peux continuer à être en contact avec tous mes amis des États-Unis, ce qui n'aurait pas été possible si j'avais pas cet outil. Pour autant, derrière, il y a quand même une relation d'amitié qui s'est créée dans la vie réelle. Alors j'ai aussi des gens que j'ai jamais rencontrés qui font partie de mes réseaux sociaux, donc l'outil le permet, mais derrière, faut pas oublier, ça reste des hommes qui interagissent les uns avec les autres. Un réseau social, c'est ni plus ni moins que ça. Et donc pour la question, est-ce que l'open data participe à la démocratie, je suis bien embêté, c'est vraiment Claire qui aurait été la plus à même de prendre position là-dessus. On l'a déjà invité, elle est déjà invitée. Bon, mon point de vue, c'est oui, mais faut savoir quelles données on libère. C'est-à-dire, libérer
Les horaires des trams, c'est déjà un grand pas parce que ça va servir, c'est un service assez important pour les citoyens. Après, est-ce que ça participe vraiment à la démocratie? Je suis pas sûr. Par contre, si on libérait tous les contenus des budgets et tous les échanges entre les conseillers sur les différents points du budget, voire même le grand livre comptable des métropoles ou des communes, on aurait peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant à se mettre sous la dent et qui provoquerait une certaine transparence qui permettrait d'assurer une démocratie peut-être un petit peu plus fluide. Encore faut-il que les gens soient capables de s'approprier ces données. Oui, moi je trouve que les outils numériques ont plein d'inconvénients, plein de défauts, mais ils ont aussi une énorme qualité. C'est que d'une certaine façon, en bien ou en mal, c'est aussi une obligation d'ouverture. En particulier des institutions qui... vous êtes dans un conseil municipal, ça se passe très bien entre copains, entre collègues, etc. C'est très sympa. Non, mais j'ai aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'en connaît le citoyen lambda de votre commune, alors qu'il n'y a peut-être que 2000 habitants ou 200, j'en sais rien. 900. 200 ? Non, combien ? 900. 900 ? 900. 900. Je veux dire que c'est... L'intérêt de ces outils numériques, c'est de donner, c'est que c'est une possibilité d'ouverture dans les deux sens. Et c'est donc la conséquence, c'est forcément une exigence pour celui qui l'utilise ou pour celui qui le consomme, entre guillemets. Est-ce que chacun a suffisamment cette exigence? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, ça vient forcément, qu'il le veuille ou non. Et ça, je trouve que c'est un élément plutôt positif, me semble-t-il. Y a un mouvement qui est en marche, qui est peut-être guidé par le numérique, mais qui est aussi alimenté par les citoyens quand même. Sans le numérique, on pourrait très bien imaginer que les conseils municipaux de Nantes se passent sur la place du commerce, ouvert à tous, librement, comme ça, en public. Ça peut être un autre moyen. Alors, ce serait un peu le bazar et ce serait un peu compliqué, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin du numérique pour ouvrir les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le numérique peut grandement faciliter cette opération et donc autant essayer de l'utiliser autant que possible. Oui, alors pour en revenir au sujet pour notre saisine ici, quel outil numérique va-t-on privilégier, sous quelle forme? Ce serait ça qui maintenant nous intéresse aussi, de savoir lequel est le meilleur pour faire participer les gens. Quel est le meilleur outil? Quels usages? Définissez les usages et on trouvera les outils. Donc, quels usages? Est-ce que vous voulez faire participer plus de gens? Est-ce que vous voulez faire s'opposer les avis? Est-ce que vous voulez construire des documents qui vont permettre d'illuminer, on va dire, les élus qui vont devoir prendre des décisions? Est-ce qu'on veut documenter, archiver tout ce qui a déjà été fait sur le franchissement de la Loire, depuis 50 ans? Quels sont les usages? Et en fonction des usages, on pourra mettre en place les meilleurs outils pour les réaliser. Mais il faut vraiment d'abord se poser la question de quel usage on veut, et après on verra. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et dans ces outils que vous avez présentés, là, qui sont des outils existants, est-ce qu'il y a des outils à venir ou est-ce qu'il y a des outils en devenir nouveaux qui vont arriver? Il y a des outils qui sortent continuellement. Il y a par exemple des outils aujourd'hui qui permettent de construire des infographies de manière assez intuitive. Donc l'infographie, ça reste quand même un moyen assez simple de transmettre une information. Encore faut-il que ce soit bien fait. Donc ça peut être un moyen de vulgariser et d'informer mieux les citoyens. Il y a des outils de type data mining, qui vont permettre de fouiller les données de manière très visuelle et de manière interactive, donc pour aller chercher une information particulière dans la masse de données qui est disponible. Il y a déjà énormément de données disponibles, mais souvent on n'arrive pas à y accéder, on n'arrive pas à les faire parler. Il y a beaucoup de travaux aussi sur l'indexation des flux audio et vidéo, parce qu'aujourd'hui, typiquement, on a les flux vidéo des conseils municipaux qui sont disponibles, mais on ne peut pas fouiller, on ne peut pas chercher à l'intérieur de ces flux vidéo. Donc demain, ça c'est quelque chose qu'on pourra faire, on pourra même les aligner avec les comptes rendus des conseils municipaux. Du coup, ça pourra nous permettre, par exemple, de regarder toutes les interventions dans le temps de tel conseiller municipal sur telle thématique.
et lui ressortir au moment des élections. Il y a tout un tas de choses comme ça qui vont pouvoir être faites. Des interactions entre la vidéo, le son, les documents de mise en relation. Par exemple, mettre en relation les archives de Ouest France par rapport à une prise de position politique à un moment T. Il y a tout ce qui va être le fact-checking aussi, qu'on a vu apparaître un petit peu au présidentiel, mais qui devrait se développer aussi. Un tel dit ça, est-ce qu'on peut trouver... donner la définition pour tout le monde du fact-checking. Voilà, le fact-checking, l'idée c'est de... Alors c'est une idée qui peut sembler originale et pourtant qui devrait être élémentaire, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, chercher, vérifier que l'information est vraie, et donc aller creuser dans les données, dans les archives pour voir sur quoi se basent ces informations. Il y avait eu au moment des présidentielles... alors je me souviens plus quelle année, peu importe, c'est Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal. Dans le débat du dernier tour, il y avait eu une question sur le nombre de réacteurs nucléaires en France. Et chacun des deux avait une réponse différente, qui me semble... Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé là, ce que vous avez peut-être pas vu à l'époque, c'est que sur Wikipédia, il y a une guerre d'édition qui s'est lancée. C'est-à-dire que chacun des partisans des deux partis était en train de modifier l'article de Wikipédia pour mettre le chiffre de son candidat. Parce que tout le monde allait voir sur Wikipédia qui avait raison. Et donc, la communauté Wikipédia a décidé de bloquer l'édition de la page le temps que ça se calme. Donc voilà, le fact-checking, c'est ça, aller chercher les sources de l'information et vérifier qu'elle est correcte. Donc il y a tout un tas d'outils qui vont se développer au fur et à mesure, mais qui ne sont pas forcément révolutionnaires techniquement, mais qui vont apporter des nouveaux usages une nouvelle fois pour donner une nouvelle dimension, un nouveau rebondissement au débat public. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Moi, je vous en poserai bien une dernière, puisque vous êtes réélu. Vous allez peut-être être réélu d'ailleurs, je ne sais pas, l'année prochaine. Si à Fontaine, il y a un gros projet, vous utilisez quels outils pour le débat public ? Alors, faut aussi voir d'où on part. Hein. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à Fontaine, avant que j'arrive, il n'y avait rien de numérique. J'ai au moins mis en place une liste de diffusion qui permet aux élus de communiquer les uns avec les autres et puis essayer de pousser des documents PDF. Aujourd'hui, il y a un gros projet qui touche la commune qui est l'A831, l'autoroute qui relie Rochefort à je sais plus quoi. Mais là, c'est une mobilisation qui touche plus que la commune, et donc c'est plutôt la communauté de communes, voire même le conseil du département qui se met en place. Après, on reste à une échelle où 900 habitants, où en fait, on organise un repas ou une réunion dans la salle des fêtes, et on se retrouve avec le forum romain pour discuter les uns avec les autres. Donc, on a cette chance de rester à une échelle où on peut échanger assez librement. Mais c'est pas forcément le cas partout. Oui, on pourrait proposer un repas pour 200 000 personnes, mais ça va être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, et toujours pour la saisine, apparemment il y a beaucoup d'informations qui existent dans les tuyaux de Nantes Métropole, mais s'il fallait en somme faire une consultation par le web, par Internet, il faudrait aussi pouvoir les rendre accessibles sur un site bien précis de la saisine. Alors je ne sais pas si ça c'est pour que les gens aient la plus large information, pour après faire des choix, proposer, justement comme on dit, comme dans votre schéma, quoi. Rendre l'information accessible, c'est la rendre physiquement accessible, on puisse aller la trouver, mais la rendre aussi accessible, compréhensible par les gens. Et Nantes Métropole a certainement beaucoup d'informations. À mon avis, les éditions locales des journaux ont beaucoup d'informations. La mémoire des gens, il y a énormément de choses également à aller creuser. Voilà, et l'intelligence collective, n'en parlons pas. Donc, cette information, elle existe, elle est latente. Maintenant, il faut réussir à la cristalliser et en faire ressortir quelque chose. Et la consultation, c'est un peu la fin, quoi. C'est dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est d'abord, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous êtes bien conscient de tous les enjeux, de ce qu'on cherche à faire ? Est-ce que vous avez des avis sur telle ou telle partie ? Et comment est-ce qu'on peut réussir à permettre à chacun de donner son avis en connaissance de cause pour construire quelque chose, un projet commun, consensuel éventuellement, qui permette de faire avancer, quoi. Très bien, vous avez d'autres questions ? En tout cas, merci Fabien Pollard de cette intervention. Puis merci aussi à West Media Lab qui a permis
que vous veniez Merci. ce soir. On continuera à parler des ponts, alors juste avant Noël, le 18 décembre, on reviendra un peu faire le point sur toutes les séances qu'on a eues sur la question des franchissements. Et après, vous ferez le pont, oui. Et le 9 décembre, donc dès lundi, alors donc on changera complètement de sujet. On aura un numéro de questions publiques, donc avec la revue Place Publique et le CCO. Et on parlera des chrétiens et de l'écologie, qui est un sujet qui n'a a priori rien à voir, mais qui sera aussi un sujet intéressant. Et parmi les invités, il y aura notamment André Hubert-Ménard, qui a participé à un ouvrage qui s'appelle Simplicité et justice, paroles de chrétiens sur l'écologie. Voilà. Bonne soirée.